Écho, je m'appelle Léa. J'ai 30 ans. Et la semaine dernière, je suis arrivée à ma propre fête d'anniversaire pour découvrir qu'il s'agissait en réalité de mon procès. 75 membres de ma famille étaient présents, et pas un seul ne souriait. Mon père m'a tendu un dossier contenant des résultats de tests ADN et m'a dit « Tu n'es pas des nôtres. Rembourse-nous tout ce qu'on a dépensé pour toi. » Ma mère m'a arraché mes clés de voiture des mains. Ma sœur filmait toute la scène pour son compte TikTok. Je me tenais là, entourée de 75 personnes que j'appelais autrefois ma famille, et aucune n'a dit un mot pour me défendre. Mais c'est alors qu'un homme est sorti de la foule. Un homme que mes parents juraient être mort bien avant ma naissance. Mon père biologique. Et il n'était pas venu les mains vides. Léa, oh mon Dieu, tu ne vas pas le croire. La voix de Chloé résonnait dans le haut-parleur de mon téléphone pendant que je remplissais les dossiers des patients dans la salle de pause du service de réanimation. Ma petite sœur m'appelait rarement, sauf si elle avait besoin de quelque chose, de l'argent, qu'on la dépanne pour un trajet, ou quelqu'un pour l'écouter se plaindre de son dernier drame d'influenceuse. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé en gardant la voix basse. Travailler de nuit signifiait respecter le silence de l'hôpital. Maman et papa organisent une fête surprise pour tes 30 ans. Ils ont invité tout le monde. Tante Dorothée, l'oncle Robert, les cousins qui viennent de Lyon, littéralement toute la famille. J'ai failli lâcher mon café. Une fête pour moi ? En 30 ans, mes parents ne m'avaient jamais organisé de fête d'anniversaire. Pas pour mes 18 ans, pas pour mes 21 ans, pas même quand j'ai été diplômée de l'école d'infirmière en étant major de ma promotion. Mais pour Chloé, ses 20 ans avaient été une débauche de luxe à 15 000 € dans un domaine privé, avec 100 invités et une pièce montée de 5 étages. Papa avait fait un discours sur sa fierté pour sa petite princesse. Pour mes 20 ans, nous avions fait un dîner calme à la maison. Maman avait préparé un hachis parmentier. Après, elle m'avait tapoté l'épaule en disant « L'argent est un peu rare cette année, ma chérie. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Je comprenais. Je comprenais toujours. « Chloé, tu es sûre ?» ai-je demandé prudemment. Maman et papa ne font pas vraiment de fête pour moi. Je sais, non. C'est ce qui rend ça si spécial. Ils ont dit que fêter ses 30 ans était une étape importante et qu'ils voulaient faire un beau geste. Elle a marqué une pause. Tu dois faire semblant d'être surprise, d'accord ? Je n'étais pas censée te le dire. Je ferai l'étonnée, j'ai promis. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans cette salle de pause à fixer mon café tiède. Peut-être que les choses changeaient. Peut-être qu'après 30 ans, ils me voyaient enfin. Je pensais que cette fête prouverait enfin que je comptais pour eux. Je n'avais aucune idée qu'elle prouverait exactement le contraire. La semaine avant la fête, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai fait mes comptes. 7 ans en tant qu'infirmière en réanimation, 7 ans de garde de 12 heures, à gérer des urgences vitales et à tenir la main d'inconnus pendant leur dernier souffle. Et chaque mois, pendant ces 7 ans, j'ai envoyé 500 € à la maison pour aider mes parents. 42 000 € au total. Je n'ai jamais demandé de remboursement. Je ne l'ai même jamais mentionné. C'est ce qu'on fait dans une famille, non ? On aide quand on peut. Pendant ce temps, Chloé, avec ses 50 000 abonnés Instagram et aucun vrai travail, vivait toujours dans le sous-sol aménagé de nos parents. Elle n'avait jamais contribué d'un centime. Le mois dernier, elle a demandé 8 000 € à papa pour investir dans son business de création de contenu. Il a signé le chèque sans sourciller. Quand ma voiture est tombée en panne il y a 3 ans, j'ai demandé si je pouvais emprunter 2 000 € pour l'apport d'une Peugeot 208 d'occasion. Papa m'a regardé comme si je lui avais demandé un rein. Tu es une femme forte et indépendante, Léa. Tu sauras te débrouiller. Alors, je me suis débrouillée. J'ai pris un crédit, j'ai fait des heures supplémentaires, et j'ai tout remboursé moi-même. La voix de maman résonnait dans ma tête, Chloé se cherche encore. Elle a besoin de soutien. Toi, tu n'as besoin de rien. Tu es la plus capable. La plus capable. Traduction, celle qu'il pouvait ignorer. Ce soir-là, en me préparant pour la fête, je me suis surprise à repenser à quelque chose que j'avais enfoui pendant des années. Je n'avais jamais vu mon acte de naissance original.
Maman disait qu'il avait été perdu lors d'un dégât des eaux en 2005. C'est drôle, j'avais vérifié les archives de la mairie une fois par curiosité, et il n'y avait eu aucune inondation majeure dans notre quartier en 2005. Mais j'ai chassé cette pensée. Pourquoi mes parents mentiraient-ils sur une chose pareille? L'enjeu ne pouvait pas être plus élevé. 3 jours avant la fête, j'ai reçu l'email que j'attendais depuis 5 ans. Ma candidature pour le poste d'infirmière cadre était examinée. L'entretien était dans 2 semaines. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était enfin à ma portée. Il n'y avait qu'un seul hic. L'hôpital demandait une lettre de recommandation professionnelle, et ma directrice m'a suggéré de demander à quelqu'un ayant des liens avec le conseil d'administration. Quelqu'un qui pourrait témoigner de mon caractère et de mon éthique de travail. Votre père n'était-il pas membre de notre conseil d'administration? A-t-elle demandé. Jean-Pierre. Une lettre de sa part aurait un poids énorme. J'ai donc appelé papa. Une lettre de recommandation? Il avait l'air presque ravi. Bien sûr, ma chérie. Je serais heureux d'en écrire une pour toi. J'ai failli pleurer de soulagement. Je te la donnerai lors de ta fête d'anniversaire, a-t-il poursuivi. On en fera un moment spécial, un père présentant l'avenir de sa fille devant toute la famille. Quelque chose dans son ton me semblait étrange, trop répété, trop lisse, mais je n'y ai pas prêté attention. Peut-être qu'il devenait simplement sentimental. 30 ans était une étape, après tout. Ça a l'air merveilleux, papa. Merci. Tout ce que tu veux pour ma fille, a-t-il répondu. Ma fille. Il ne m'avait jamais appelé ainsi auparavant. C'était toujours le titre réservé à Chloé. J'ai raccroché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. La promotion, la fête, la lettre, tout se mettait en place. J'avais même de l'avance sur mes économies pour un appartement. Encore 3 mois et j'aurais assez pour un apport. Pour la première fois depuis des années, je m'autorisais à croire que ma famille me voyait enfin. Vraiment. J'ai acheté une nouvelle robe pour la fête. Bleu marine, élégante mais pas clinquante. Je voulais avoir l'air professionnel, digne. Je n'avais aucune idée que je m'habillais pour ma propre exécution. Le soir de la fête, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain et je me reconnaissais à peine. La robe bleue épousait parfaitement ma silhouette. Je m'étais maquillée avec soin, subtilement mais de manière polie. J'avais même acheté un petit cadeau pour mes parents, un album photo relié en cuir que j'avais passé des semaines à remplir de photos de famille. Ridicule, n'est-ce pas? Apporter un cadeau à sa propre fête d'anniversaire. Mais c'était tout moi. Toujours en train de donner. Toujours en train d'essayer de gagner quelque chose qui aurait dû m'être donné gratuitement. Je me souviens qu'à 10 ans, j'avais passé des heures sur une peinture pour la fête des mères. Une aquarelle, une scène de jardin. Je la trouvais magnifique. Maman y a jeté un coup d'œil, puis a regardé le dessin de bonhomme bâton de Chloé et s'est extasiée. Oh, ma chérie, tu es une telle artiste. Mettons ça sur le frigo. Ma peinture a fini dans un tiroir. Je l'ai retrouvée des années plus tard, toujours roulée, jamais encadrée. À partir de ce jour-là, j'ai essayé plus fort, j'ai étudié plus dur, j'ai travaillé plus. Je pensais que si je pouvais être assez bonne, assez talentueuse, assez prospère, il finirait par me regarder comme il regardait Chloé. 30 ans. 30 ans d'efforts. Avant de quitter mon appartement, j'ai vérifié mon reflet une dernière fois. Ce soir va être différent, me suis-je dit. Ils t'organisent une fête. Ils sont fiers de toi. Papa t'écrit une lettre. Les choses changent. J'ai pris mes clés et me suis dirigée vers la porte. C'est là que je l'ai vue. Chloé, assise dans sa voiture devant mon immeuble, son téléphone braqué sur ma Peugeot. Ai-je crié en m'approchant. Qu'est-ce que tu fais? Elle a souri en rangeant son téléphone. Rien. J'adore juste ta voiture. Je peux te l'emprunter un de ces 4? Bien sûr, ai-je répondu par automatisme. Elle a souri encore plus largement. Super. On se voit à la fête, sœurette. Quelque chose de froid m'a glacé l'estomac, mais je l'ai ignoré. J'étais douée pour ignorer les avertissements.
Le restaurant, le Grand Chêne, scintillait comme une promesse. À travers les fenêtres, je pouvais voir la lueur chaleureuse des lustres et les ombres de dizaines de personnes s'agitant à l'intérieur. Mes parents avaient réservé toute la salle de réception privée, chose qu'ils n'avaient faite que pour la remise de diplôme de Chloé. Je suis restée assise dans ma voiture un moment, répétant mon visage de surprise, les yeux écarquillés, la main sur le cœur. Oh mon Dieu, il ne fallait pas. Idiot, mais je voulais leur donner ce qu'ils attendaient. Je voulais que cette nuit soit parfaite. J'ai traversé l'entrée, mes talons claquant sur le sol en marbre. Une hôtesse m'a dirigée vers le fond. La réception des parents de Léa ? C'est juste derrière ces portes, mademoiselle. J'ai pris une inspiration, et j'ai poussé les portes. Silence. Pas de guirlande, pas de ballon, pas de cœur de surprise, juste 75 visages se tournant vers moi à l'unisson. Personne ne souriait. J'ai balayé la salle du regard, mon expression répétée figée sur mon visage. Il y avait l'oncle Robert, les bras croisés, la mâchoire serrée. La tante Dorothée serrant son sac à main comme un bouclier, les yeux fuyant les miens. Des cousins éloignés, des gens que je n'avais pas vus depuis l'enfance. Tous m'observaient avec quelque chose entre la pitié et le jugement. Pas de gâteau, pas de décoration, juste une longue table au centre de la pièce. Et sur cette table, un unique dossier rouge. Mes parents se tenaient derrière, comme des procureurs devant un tribunal. Papa tenait un micro. Léa. Sa voix résonnait dans les haut-parleurs, froide et formelle. Assieds-toi. Nous devons parler. Mes jambes ont bougé en mode pilote automatique. Je me suis assise sur une chaise qui avait été positionnée face à la table. Face à eux, comme une accusée. C'est là que j'ai remarqué la femme dans le coin avec une caméra. Pas une photographe de fête, une vidéaste professionnelle. Ils étaient en train d'enregistrer ça. Papa ? Ma voix est sortie plus petite que je ne l'espérais. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas répondu. Il a juste ouvert le dossier rouge. Léa, sais-tu pourquoi nous avons invité 75 personnes ici ce soir ? La voix de papa était de la glace. Mon anniversaire ? Les mots semblaient pathétiques, même à mes propres oreilles. Non. Il a secoué la tête lentement. Pour servir de témoin. Dans la salle, les chaises ont grincé. Quelqu'un a toussé. Témoin de quoi ? Papa a sorti un document du dossier rouge. Sa main était ferme, exercée, comme s'il avait répété ce moment. Ceci est un test ADN. Il l'a brandi pour que tout le monde puisse le voir. Ta mère et moi avons soumis des échantillons il y a 3 mois. Les résultats sont concluants. Mon cœur s'est arrêté. Tu n'es pas notre fille biologique. La salle a explosé en chuchotements. J'ai entendu des exclamations, des murmures, quelqu'un dire « je le savais ». J'ai toujours su que quelque chose clochait. Quoi ? J'ai agrippé les accoudoirs de ma chaise. C'est impossible. Tu n'es pas à nous, Léa. Maman a fait un pas en avant, son visage déformé par une grimace laide. Tu ne l'as jamais été. Nous t'avons accueilli. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Et comment nous as-tu remboursé ? La voix de papa a monté d'un ton. En nous calomniant auprès de tes amis, en agissant comme si nous n'étions jamais assez bien pour toi. Je n'ai jamais. Nous avons des témoins. Papa m'a coupé, désignant la foule. Des gens qui t'ont entendu te plaindre de nous, de la façon injuste dont tu étais traité, de la façon dont Chloé avait tout et toi rien. Mon esprit vacillait. Oui, je m'étais confiée à des amis. Qui ne le fait pas ? Mais je ne les avais jamais calomniés. Je n'avais jamais rien dit qui ne soit pas vrai. Papa a fait glisser une autre feuille du dossier, un tableau Excel, des chiffres, des dates. Voici la liste détaillée de tout ce que nous avons dépensé pour t'élever. Nourriture, vêtements, scolarité, logement. Il a marqué une pause pour l'effet dramatique. 500 000 €. Le chiffre est resté suspendu dans l'air comme une guillotine. Et nous voulons que tu nous les rendes. Avant que je puisse répondre, maman a bondi, ses doigts se sont refermés sur mon poignet,
m'arrachant mes clés de voiture avant même que je comprenne ce qui arrivait. Cette voiture, elle a brandi les clés comme une preuve. Tu l'as achetée avec l'argent d'un travail que tu n'as obtenu que grâce aux relations de ton père. Techniquement, elle nous appartient. J'ai payé cette voiture moi-même. Ma voix s'est brisée. Chaque mensualité, chaque centime, j'ai les documents du prêt. Ton salaire vient de l'hôpital où Jean-Pierre était membre du conseil. Elle a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Sans lui, tu ne serais rien. Tu nous dois tout ce que tu as. J'ai regardé autour de moi désespérément. 75 parents, des gens avec qui j'avais partagé des réveillons de Noël, des gens qui m'avaient fait sauter sur leurs genoux quand j'étais bébé, des gens qui m'avaient dit qu'ils m'aimaient. Aucun n'a bougé. L'oncle Robert a même hoché la tête. Elle a raison, Léa. Ton père t'a ouvert beaucoup de portes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Souris pour la caméra, sœurette. Chloé est apparue à mes côtés, son téléphone à quelques centimètres de mon visage, le voyant rouge de l'enregistrement clignotant. C'est un contenu incroyable, a-t-elle chuchoté avec joie. Mes abonnés vont devenir fous. Drame familial, révélation ADN, c'est de l'or pur. Chloé, arrête. Chut. Continue de parler. Les commentaires explosent. J'ai regardé l'écran. Elle était en direct. Des milliers de spectateurs. Les commentaires défilaient plus vite que je ne pouvais les lire. Oh mon Dieu, c'est dingue, la pauvre fille, les parents sont des psychopathes, c'est fake, obligé. Mais ce n'était pas faux. C'était ma vie qu'on disséquait, qu'on diffusait, qu'on détruisait. Et j'étais piégée sur une chaise entourée de gens censés m'aimer, pendant que ma propre sœur transformait mon humiliation en buzz. C'est alors que quelque chose en moi a basculé. Dans le chaos, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un homme se tenait seul dans le coin le plus éloigné de la salle, près de la sortie de secours. Il n'était pas habillé comme le reste de mes parents. Pas de blazer décontracté ou de robe de prêt-à-porter. Son costume était coûteux. Gris anthracite, parfaitement taillé, le genre de tissu qui ne se froisse pas. Il paraissait avoir environ 60 ans. Des cheveux parsemés d'argent, une mâchoire forte. Et ses yeux étaient fixés sur moi, pas avec jugement ou curiosité, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Je ne le reconnaissais pas. Il ne faisait pas partie de la famille. Ce n'était pas un ami de mes parents à ma connaissance. Alors pourquoi était-il là, à un événement privé? Se tenant dans l'ombre comme s'il attendait quelque chose. À côté de lui se tenait une femme plus jeune en jupe crayon, serrant un épais dossier cartonné. Elle vérifiait sans cesse sa montre puis lui murmurait quelque chose. Il secouait la tête à chaque fois. Patient. Observant. Léa. La voix de papa a brusquement ramené mon attention. Tu écoutes? Qui est cet homme? Ai-je demandé à la place, pointant vers le coin. Le visage de mon père a tressailli, juste une seconde, avec une expression que je n'ai pas pu nommer. De la peur? De la reconnaissance? Personne, a-t-il dit rapidement. Concentre-toi sur ce qui compte. Tu vas signer ce document. Jean-Pierre. La voix de l'étranger a résonné dans la salle, profonde, calme, autoritaire. Le restaurant tout entier est devenu silencieux. Mon père est devenu blême. Pas encore, a dit l'homme presque doucement. Laissez-la finir de poser ses questions d'abord. La bouche de papa s'est ouverte, fermée, puis rouverte. Maman a attrapé son bras. Qui l'a laissé entrer? Jean-Pierre, qui l'a laissé entrer? Mais aucun d'eux n'a répondu, et l'homme en costume gris m'a simplement regardé, quelque chose changeant dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Je ne le connaissais pas, mais d'une certaine manière, il me connaissait. Léa. La voix de papa avait un nouveau ton maintenant. Une désespérance à peine dissimulée sous son autorité. J'ai besoin que tu signes ce document ce soir devant tout le monde. Il a fait glisser un contrat sur la table. Je pouvais voir l'entête, reconnaissance de dette. Cela t'oblige légalement à rembourser 500 000 € sur 10 ans, avec des mensualités de. J'ai besoin de temps pour lire ça, ai-je interrompu.
Jean-Pierre. La voix venait de ma gauche. La tante Dorothée, la sœur aînée de maman, s'était levée de son siège. Son visage était livide, ses mains tremblaient. Tu es sûre de vouloir faire ça? Elle s'adressait à maman, mais ses yeux ne cessaient de lorgner vers l'homme en costume gris. S'il découvre ce que vous. Tais-toi, Dorothée. La voix de maman a claqué comme un coup de fouet. Mais les reçus. Ai-je dit. Tais-toi. La salle est devenue silencieuse. Dorothée avait l'air d'être sur le point de pleurer. Quel reçu? Ai-je demandé. Personne n'a répondu. Personne. Tante Dorothée. Je me suis tournée pour lui faire face totalement. De quel reçu parles-tu? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé maman, puis le sol. Rien, a-t-elle murmuré. Je n'aurais rien dû dire. Mais j'ai vu sa main glisser vers son sac à main. J'ai vu la façon dont elle le serrait plus fort, comme si elle protégeait quelque chose à l'intérieur. Isabelle. La voix de Dorothée s'est brisée. Je les ai toujours. Ceux que tu m'as demandé de brûler il y a 20 ans. Je n'ai pas pu le faire. J'en ai gardé certains. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi que ce soit dans ce sac, quoi que prouvent ces reçus, mes parents ne voulaient pas que je sache. Mais je commençais à comprendre. Ce n'était pas moi qui avais des secrets ici. C'était eux. Papa a bougé vite. Il a saisi le micro et s'est adressé à la salle. Sa voix tonnait dans les haut-parleurs avec une autorité travaillée. Famille, amis, je veux que tout le monde soit témoin de ce moment. Il a marqué une pause, balayant la foule du regard. Ce soir, Léa, la femme que nous avons élevée comme notre propre fille, va reconnaître sa dette envers cette famille. L'oncle Robert a commencé à applaudir. Quelques autres ont suivi, incertains mais obéissants. Il y a 30 ans, Isabelle et moi avons ouvert notre maison à un enfant dont personne ne voulait. Nous avons fait des sacrifices, nous avons lutté, nous lui avons tout donné. Et voilà comment elle nous remercie. Par l'ingratitude, par les plaintes. Davantage de hochements de tête. Maintenant, le récit fonctionnait. Je pouvais le voir se propager dans la salle comme un poison. J'ai toujours dit qu'elle était ingrate, a marmonné quelqu'un. Elle n'a jamais rien apprécié, a renchéri une autre voix. Léa. Papa s'est tourné vers moi, micro toujours en main. Signe le document. Demande pardon à ta famille et peut-être que nous pourrons encore avoir une relation. Chloé a rapproché son téléphone. Dis quelque chose, Léa. Mes spectateurs veulent t'entendre ramper. J'ai regardé le contrat. 1/2 million d'euros. Des paiements jusqu'à mes 40 ans. Tout mon avenir cédé à des gens qui étaient en train de me dépecer publiquement. Et si je ne signe pas? Ma voix était plus ferme que je ne l'espérais. L'expression de papa s'est durcie. Alors je contacte ton hôpital demain. Je leur dis que leur candidate au poste d'infirmière cadre est une fraude, une menteuse, une femme qui refuse d'honorer ses dettes. Il a souri froidement. J'ai été au conseil d'administration pendant 15 ans, Léa. À ton avis, qui vont-ils croire? La menace flottait dans l'air. Ma carrière, mon appartement, mon avenir, tout ce que j'avais construit moi-même. Ils pouvaient tout détruire d'un simple coup de fil. Je n'avais aucun levier, aucun pouvoir, aucun allié. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je suis infirmière en réanimation. J'ai tenu les mains de patients mourants à 3 heures du matin. J'ai annoncé des nouvelles impossibles à des familles. Je suis restée calme pendant que les alarmes hurlaient et que les cœurs s'arrêtaient. Et tout a basculé dans un chaos contrôlé. Je ne craque pas sous la pression. Je ne peux pas me le permettre. Alors, j'ai pris une inspiration, puis une autre, et j'ai cessé d'être la petite fille effrayée qu'ils attendaient. Papa, ai-je dit, ma voix coupant les murmures. J'ai une question. Il a froncé les sourcils. Ce n'était pas au programme. Quoi? Tu as dit que je n'étais pas ta fille biologique. Que tu as des preuves ADN. Je me suis penchée en avant. Alors, qui sont mes parents biologiques? Silence. Eh bien, maman est intervenue rapidement.
Ils t'ont abandonné. Ils ne voulaient pas de toi. Nous t'avons sauvé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je me suis levé lentement. J'ai demandé qui ils sont. Morts. La réponse de papa est venue trop vite. Tous les deux. Un accident de voiture il y a des années. Intéressant. J'ai été surprise par mon propre calme. Alors, s'ils sont morts, qui vous a fourni l'échantillon ADN pour comparer le mien? La bouche de papa s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Les tests ADN nécessitent des échantillons de comparaison, ai-je continué. Vous ne pouvez pas simplement tester mon sang et déclarer que je ne suis pas à vous. Il vous faut quelque chose à quoi le comparer. Alors, l'ADN de qui avez-vous utilisé? La foule s'est agitée. J'ai vu des regards confus, des sourcils froncés. La logique faisait son chemin. Ce n'est pas ton problème. A bafouillé papa. L'ADN d'une personne décédée? J'ai insisté davantage. Comment l'avez-vous obtenu? Avez-vous exhumé un corps? Aviez-vous des échantillons conservés quelque part pendant 30 ans? Plus de murmures. L'oncle Robert a décroisé les bras. Ou alors, ai-je dit doucement, est-ce que l'un de mes parents biologiques n'est pas mort du tout? Dans le coin, l'homme en costume gris a fait un pas en avant, et pour la première fois, mon père a eu l'air véritablement terrifié. Oh mon Dieu les amis, ça devient trop bien. La voix de Chloé a brisé la tension. Elle était toujours en direct, commentant pour son audience comme s'il s'agissait d'une émission de télé-réalité. Donc, en gros, mes parents ont découvert il y a 3 mois que Léa n'est pas vraiment leur enfant. Quelqu'un a contacté papa à ce sujet. Je crois que c'était un avocat ou un truc du genre. Et il prépare cette révélation depuis. Chloé! Le cri de maman a résonné dans la pièce. Éteins ça tout de suite. Mais le mal était fait. Je me suis tournée vers ma sœur. Il y a 3 mois, quelqu'un a contacté papa? Les yeux de Chloé se sont agrandis, réalisant enfin qu'elle avait fait une erreur. Je n'étais pas censée. Qui l'a contacté, Chloé? J'ai fait un pas vers elle. Si mes parents biologiques sont morts, qui a pris contact il y a 3 mois? Elle a reculé, son téléphone enregistrant toujours. Je ne sais pas. J'ai juste vu un email sur l'ordinateur de papa. Un cabinet d'avocats. Un truc à propos de la fin d'un accord et d'une divulgation obligatoire. Chloé, je te jure. Papa s'est précipité pour attraper son téléphone, mais j'ai été plus rapide. Fin d'un accord? Je lui ai barré la route. Quel accord? Quelle divulgation obligatoire? La foule était captivée maintenant. Les commentaires inondaient le direct de Chloé. Des milliers de gens regardaient, des milliers de témoins. Il n'y a pas d'accord. A hurlé maman. Elle invente des histoires. Chloé, dis-leur que tu mens. Mais le visage de Chloé me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne mentait pas. Quelqu'un avait contacté mes parents il y a 3 mois. Quelqu'un avec des avocats. Quelqu'un les forçant à divulguer quelque chose qu'ils avaient gardé caché pendant 30 ans. Je me suis tournée vers le coin. L'homme en costume gris s'était rapproché, il était à 3 mètres maintenant. Ses yeux étaient humides. Et quand je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu quelque chose que j'aurais dû reconnaître immédiatement. Mes yeux. Il avait mes yeux. Tu n'es pas mort, ai-je murmuré. Il a secoué la tête lentement, des larmes coulant sur son visage. Non, ma chérie, je ne le suis pas. Bon, je dois faire une petite pause ici. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà deviné qui est cet homme, écrivez votre pronostic dans les commentaires tout de suite. Et si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, trahi par les gens qui étaient censés vous aimer inconditionnellement, je veux savoir comment vous avez survécu. Je lis absolument tous les commentaires. Maintenant, revenons à cette soirée. L'homme a fait un pas en avant et la foule s'est écartée comme les eaux de la mer Rouge. Permettez-moi de me présenter. Sa voix a empli la pièce, calme, mesurée, portant une autorité que mon père ne pouvait que simuler. La sécurité. La voix de papa s'est brisée. Que quelqu'un appelle la sécurité. Cet homme s'est introduit illégalement.
Mais personne n'a bougé. Il ment. A hurlé maman, son calme finissant par voler en éclats. C'est un escroc, un imposteur. Jean-Pierre, dis-leur. Mais papa était pétrifié, le visage couleur cendre. Jean-Pierre. Marc s'est tourné vers lui, et quelque chose de froid est entré dans son ton. Voudrais-tu lui dire la vérité? Où dois-je le faire? Silence. Marc a hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais. Il s'est tourné vers moi et son expression a changé, devenant douce, presque tendre. Ta mère biologique, s'appelait Catherine. Catherine est. Nous nous aimions énormément. Quand elle est tombée enceinte de toi, sa famille, il s'est arrêté pour reprendre ses esprits, sa famille a désapprouvé. Ils l'ont forcé à t'abandonner. Alors comment? Les parents adoptifs ont accepté de t'adopter sous certaines conditions. Ses yeux se sont tournés vers mes parents. Des conditions pour lesquelles ils ont été très bien compensés. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quelles conditions? Marc a mis la main dans sa veste et en a sorti une photographie, vieille, légèrement décolorée. Une jeune femme avec mon visage, mes yeux, mon sourire. C'était ta mère, a-t-il dit doucement. Et elle t'aimait plus que tout au monde. La femme en jupe crayon, l'assistante de Marc, s'est avancée et lui a tendu l'épais dossier cartonné. Jean-Pierre, a dit Marc, sa voix dangereusement calme. Tu viens de demander à Léa de rembourser 500 000 € pour le coût de son éducation. C'est exact. La voix de papa était faible, défensive. Chaque centime que nous avons dépensé. Intéressant. Marc a ouvert le dossier. Parce que d'après mes dossiers, vous avez déjà été payé. Il a sorti une pile de papiers et les a brandis pour que toute la salle voie. Des relevés bancaires, des enregistrements de transactions, des dizaines. 1500 € chaque mois, pendant 28 ans. La voix de Marc portait dans chaque coin de la salle. Commençant en 1996, finissant juste l'année dernière. Cela fait plus de 500 000 €, Jean-Pierre. 504 000 pour être précis. Écho. La foule a réagi. La confusion a gagné les parents. Qu'est-ce que c'est que ça? A exigé l'oncle Robert. Ce sont des relevés de virements bancaires. Marc a tendu une pile à la table la plus proche. N'hésitez pas à les examiner. Chaque virement est documenté. Date, montant, numéro de compte. Il a marqué une pause. Et la signature d'Isabelle confirmant la réception. Maman a laissé échapper un son étranglé. Toi, je me suis tournée vers ma mère adoptive. Tu as reçu de l'argent pendant 28 ans? Elle refusait de croiser mon regard. Réponds-moi. C'était une compensation. A-t-elle fini par hurler. Pour t'avoir accueilli. Pour avoir élevé l'enfant indésirable de quelqu'un d'autre. Indésirable? La voix de Marc a coupé comme une lame. J'ai supplié pour la garder. J'ai supplié pour l'élever moi-même, mais votre famille a exigé que j'attende qu'elle ait 30 ans. Ils ont exigé que je reste à l'écart. Sa voix s'est brisée. Et j'ai accepté parce que je pensais que vous l'aimeriez. Je pensais que vous lui donneriez une belle vie. Il m'a regardé, les larmes coulant ouvertement désormais. Je suis désolée, Léa. Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là. Marc a fouillé dans sa veste une dernière fois. Cette fois, il a sorti une enveloppe. Vieille, jaunie par le temps, les bords usés par des années de manipulation. Ta mère, Catherine, est décédée quand tu avais 5 ans. Sa voix tremblait. Un cancer. Elle s'est battue pendant 2 ans, mais à la fin, il n'a pas pu finir. J'ai senti les larmes couler sur mes propres joues. Avant de mourir, elle t'a écrit une lettre. Elle me l'a donnée et m'a demandé de la garder précieusement jusqu'à ce que tu sois assez grande pour comprendre. Il a tendu l'enveloppe avec ses 2 mains, comme une offrande. Je l'ai prise. Mes doigts tremblaient tellement que je pouvais à peine l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une unique feuille de papier couverte d'une écriture élégante qui m'était étrangement familière, comme une chanson entendue dans un rêve. Ma très chère Léa, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Je suis désolée, ma petite fille.
Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu rester. Je veux que tu saches que tu n'as jamais été indésirable. Tu n'as jamais été une erreur. Dès le moment où j'ai su que tu existais, tu as été le plus beau cadeau de ma vie. Ton père, Marc, est un homme bon, le meilleur homme que j'ai jamais connu. J'étais trop jeune et trop effrayée pour me battre pour nous, et c'est mon plus grand regret. S'il te plaît, ne lui en veux pas d'avoir été absent. Il te voulait. Il t'a toujours voulu. Vis ta vie avec courage, ma chérie. Sois gentille. Sois forte. Et sache que d'où que je sois, je veille sur toi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Maman. Je ne voyais plus rien à travers mes larmes. La lettre est devenue floue, puis a disparu alors que je la pressais contre ma poitrine. 75 personnes regardaient dans un silence absolu. Et pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas seule. Je me sentais retrouvée. Je dois dire quelque chose. La voix de la tante Dorothée a brisé le silence. Elle s'est levée, serrant son sac contre sa poitrine comme une armure. Dorothée, assieds-toi. La voix de maman était venimeuse. Non. Dorothée a secoué la tête, les larmes aux yeux. J'ai gardé tes secrets pendant 30 ans, Isabelle. Je ne peux plus le faire. Elle a ouvert son sac et a sorti une petite pile de papier froissé, décoloré. Voici des reçus de banque. Ses mains tremblaient en les brandissant. Chaque mois, Isabelle me demandait d'aller chercher les virements en espèces. Elle me disait que c'était l'argent d'une assurance vie. Dorothée a ri amèrement. Je l'ai cru pendant des années. Je l'ai cru. Dorothée, je te jure que... J'ai découvert la vérité il y a 5 ans. La voix de Dorothée s'est raffermie. J'ai vu le nom de Marc sur l'un des transferts. J'ai confronté Isabelle. Elle m'a dit que si je disais quoi que ce soit, elle raconterait à tout le monde elle a hésité, mes propres erreurs. Elle m'a fait chanter pour que je me taise. J'ai regardé ma mère adoptive. Je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelqu'un que je n'avais jamais reconnu auparavant. Tu savais, ai-je dit lentement. Tout ce temps, tu savais que j'avais un père qui me voulait, qui payait pour s'assurer que je ne manque de rien, et tu m'as laissé croire que j'étais une paria. Le visage de maman s'est tordu. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons donné un toit. Avec son argent. J'ai crié en désignant Marc. Vous m'avez élevé avec son argent. Et vous m'avez quand même traité comme si j'étais moins que rien. Je me suis levée, enfin ferme sur mes jambes. Vous ne vouliez pas 500 000 € de ma part ce soir. Ma voix était froide, limpide. Vous vouliez vous débarrasser de moi avant qu'il ne puisse me dire la vérité. Avant que je découvre ce que vous étiez vraiment. Maman n'avait pas de réponse parce qu'il n'y en avait aucune. Papa a fait une dernière tentative désespérée. Léa, écoute-moi. Sa voix avait changé, elle était plus douce, presque suppliante. Nous sommes toujours ta famille. Nous t'avons élevé. Nous t'aimons. C'était juste un malentendu. Un malentendu? J'ai failli rire. Vous avez mis en scène une humiliation publique. Vous avez exigé un demi-million d'euros. Vous avez menacé ma carrière. Vous avez laissé Chloé diffuser ma destruction en direct à des milliers de personnes. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas un malentendu. C'est une trahison. Mais nous sommes toujours tes parents. Non. Le mot est sorti calme, final. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes les gens qui ont pris de l'argent pour m'élever, puis m'ont traité comme un fardeau. Vous êtes les gens qui m'ont menti pendant 30 ans. Vous êtes les gens qui ont utilisé mon propre anniversaire comme une arme pour me détruire. Je me suis tournée vers la foule, les 75. Je ne demande à aucun d'entre vous de choisir un camp. C'est mon drame familial, pas le vôtre. J'ai marqué une pause. Mais je dirai ceci, aucun d'entre vous ne m'a défendu ce soir. Pas quand ils m'ont traité d'imposteur. Pas quand ils ont pris mes clés. Pas quand ma sœur m'a fourré une caméra sous le nez. 75 personnes. Et pas une seule voix pour me défendre. Silence. Les yeux baissés vers le sol. Je ne l'oublierai pas. Enfin, je me suis tournée vers Marc.
Monsieur de Villers, je me suis arrêté, j'ai dégluti. Marc. J'ai besoin de temps. Je ne peux pas simplement, je ne peux pas encore t'appeler papa. Tout ça, c'est trop. Ses yeux étaient humides, mais il a hoché la tête, comprenant. J'ai attendu 30 ans, a-t-il dit doucement. Je peux attendre encore un peu. Je me suis dirigé vers la porte. Maman a essayé de me barrer la route. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous n'avons pas fini. Si. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Nous avons fini. Je l'ai contourné, je suis sortie de ce restaurant et je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'étais pas là pour voir ce qui s'est passé après mon départ. Mais Dorothée m'a tout raconté plus tard. Et le direct de Chloé, qu'elle avait apparemment oublié de couper, a capturé chaque seconde pénible. Au moment où la porte s'est refermée derrière moi, la salle a explosé. Jean-Pierre s'est retourné contre Isabelle. Tu savais ? Tu savais qu'il y avait de l'argent tout ce temps et tu ne m'as rien dit ? Je nous protégeais. A hurlé Isabelle en retour. En me mentant pendant 28 ans ? Tu n'as jamais posé de questions. Tu as juste dépensé ce que je te donnais. Les parents se sont éparpillés comme des cafards quand on allume la lumière. L'oncle Robert a essayé de calmer Jean-Pierre et s'est fait bousculer pour sa peine. La tante Dorothée a discrètement rassemblé ses affaires et s'est éclipsée par une porte latérale. Et Chloé ? Chloé est restée figée, regardant son nombre d'abonnés chuter en temps réel. En 24 heures, son direct avait été découpé, partagé et vu plus de 2 millions de fois. Mais pas de la façon qu'elle espérait. Une famille toxique s'expose en direct, les pires parents du monde filmés sur le vif, une fille filme la chute de sa propre famille. Les commentaires étaient impitoyables. Les marques avec lesquelles elle négociait se sont retirées. Son contenu de « famille authentique » avait soudain un tout autre aspect. Quant à Marc, il a quitté le restaurant tranquillement, sans confrontation. Il n'avait pas besoin de vengeance. Il était venu avec la vérité, et la vérité avait fait son œuvre. Ce soir-là, assise seule dans mon appartement, j'ai lu la lettre de Catherine 17 fois. Le genre d'espoir qui naît quand on sait enfin qui on est vraiment. 3 jours plus tard, j'ai été convoquée dans le bureau de la directrice de l'hôpital. J'y suis allée en m'attendant au pire. Jean-Pierre avait promis de détruire ma carrière. Il avait des relations, de l'influence. La docteure Rebecca Chen était assise derrière son bureau, son expression indéchiffrable. Veuillez vous asseoir. Je me suis assise. J'ai attendu. Léa, je vais être directe. Elle a croisé les mains. J'ai reçu un email de votre père, de Jean-Pierre, exigeant que nous mettions fin à votre contrat. Mon estomac s'est noué. Il prétend que vous n'êtes pas apte au poste de cadre, que vous avez des problèmes d'intégrité. Elle a marqué une pause. Il a aussi joint une vidéo. Disant qu'elle montrerait votre vraie nature. J'ai fermé les yeux. Le direct. Évidemment. Je l'ai regardé. Docteur Chen, je peux expliquer. Léa. Sa voix était douce. Je vous ai vu vous tenir devant 75 personnes qui essayaient activement de vous détruire. Je vous ai vu garder votre calme, poser des questions intelligentes et sortir avec votre dignité intacte. J'ai ouvert les yeux. J'ai aussi reçu un appel téléphonique. Elle s'est penchée en arrière. De Marc de Villers. Savez-vous qui il est ? Mon père biologique. Il possède 4 cliniques dans le pays. Elle a souri légèrement. Il a appelé pour me dire explicitement qu'il n'interviendrait dans aucune décision d'emploi vous concernant. Il a dit, et je cite, « Léa mérite de réussir par ses propres mérites, pas à cause de qui est son père. » Je ne pouvais pas parler. Le poste d'infirmière cadre est à vous, Léa. Vous l'avez mérité. La docteure Chen s'est levée et m'a tendu la main. Félicitations. J'ai serré sa main, réalisant à peine. Encore une chose, a-t-elle souri. L'email de Jean-Pierre n'a pas nui à votre dossier, mais il a certainement nui à sa réputation. Le conseil d'administration a officiellement retiré son nom de notre mur des donateurs. Une petite victoire, mais celle-là faisait vraiment du bien.
2 semaines après la fête, Dorothée a appelé pour me donner des nouvelles. Jean-Pierre et Isabelle avaient demandé le divorce. Pas seulement à cause de moi, ou pas entièrement. Le soir de la fête, Jean-Pierre avait fouillé dans les dossiers personnels d'Isabelle. Il avait trouvé bien plus que les virements de Marc. Apparemment, elle cachait de l'argent depuis des années, des comptes qu'il n'avait jamais connus, des achats qu'elle avait dissimulés, une carte de crédit secrète avec un solde de 40 000 €. Il s'avère que ta mère adoptive préparait sa fuite depuis 10 ans. Dorothée m'a dit que Jean-Pierre lui avait juste donné l'excuse dont elle avait besoin pour partir. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils avaient mis en scène un procès public pour exposer ma trahison. Au lieu de cela, ils avaient exposé les leurs. Chloé a perdu plus de 20 000 abonnés la première semaine. Les commentaires qui la poursuivaient partout étaient brutaux. Tu n'es pas la fille qui a filmé le traumatisme de sa sœur pour faire des vues, imaginez exploiter sa propre famille pour du buzz, je ne suivrai jamais cet être humain détestable. Elle a supprimé son compte TikTok et en a recommencé un nouveau. Aux dernières nouvelles, elle faisait du contenu sur la pleine conscience. L'ironie s'écrit toute seule. Jean-Pierre a essayé de me joindre une fois, un long email qui parvenait à s'excuser tout en blâmant tout le monde sauf lui-même. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi, mais tu dois comprendre la pression que je subissais. Je l'ai supprimé sans répondre. Isabelle a appelé 12 fois. J'ai tout laissé passer sur messagerie. Les messages devenaient progressivement plus désespérés, d'abord en colère, puis suppliants, puis larmoyants. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non pas parce que je les détestais ou que je voulais me venger, mais parce que j'avais enfin appris quelque chose qu'il m'avait fallu 30 ans pour comprendre, certaines relations ne peuvent pas être réparées. Elles peuvent seulement être survécues. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que Léa devrait pardonner à ses parents adoptifs? Écrivez A si vous pensez que oui, B si vous pensez que non, et C si vous pensez que cela dépend de ce qui se passera ensuite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce que j'ai appris dans les mois qui ont suivi a tout changé. Laissez-moi finir l'histoire. 1 mois après la fête, j'ai rencontré Marc pour la 2e fois. Pas à son bureau d'entreprise, pas dans un restaurant chic conçu pour impressionner, mais dans un petit café appelé « Le Petit Bistrot », un endroit minuscule avec des meubles dépareillés et un expresso médiocre. Catherine et moi venions ici souvent, a-t-il expliqué en s'installant dans un fauteuil usé, avant que tout ne s'effondre. Nous nous asseyions exactement dans ce coin et parlions pendant des heures de notre avenir. J'ai regardé autour de moi le papier peint qui décollait, les cadres de photos de travers. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grand. Marc a souri. Un sourire triste qui le faisait paraître plus jeune d'une certaine manière. L'argent ne répare pas tout, Léa. Je l'ai appris à mes dépens. Il a remué son café lentement. J'aurais pu me battre plus fort pour toi. J'aurais pu engager de meilleurs avocats, faire pression sur la famille de Catherine, utiliser mes ressources. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que Catherine m'a demandé de ne pas le faire. Il m'a regardé et j'ai vu 30 ans de regret dans ses yeux. Elle mourait et elle avait peur. Peur que si je poussais trop fort, sa famille t'emmène quelque part où je ne te trouverai jamais. Elle m'a fait promettre d'attendre, de faire confiance au fait que les parents adoptifs agiraient correctement envers toi. Ils ne l'ont pas fait. Non. Sa voix s'est brisée. Ils ne l'ont pas fait. Et je ne me pardonnerai jamais de ne pas l'avoir vu plus tôt. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je ne sais pas comment faire ça, ai-je finalement admis. Je ne sais pas comment avoir un père. Marc a tendu la main sur la table et a doucement pris la mienne. Moi non plus, pas vraiment. Il a souri à travers ses larmes. Mais j'aimerais essayer, si tu me laisses faire. Je n'ai pas retiré ma main. D'accord, ai-je dit doucement. Essayons. Ce n'était pas du pardon, mais c'était un début. 3 mois plus tard, j'ai signé le bail de mon propre appartement. Ce n'était pas luxueux, un 2 pièces au 3e étage d'un vieil immeuble avec une cuisine de la taille d'un placard et des fenêtres qui coinçaient quand il pleuvait. Mais c'était à moi. Chaque centime venait de mes propres économies, de mes propres salaires, de mes propres années de sacrifice. Marc a proposé de m'aider pour la caution.
J'ai dit non. J'ai besoin de faire ça moi-même. Je le lui ai dit autour d'un café, notre rituel hebdomadaire désormais. Toujours au petit bistrot, toujours dans le même coin. Il a hoché la tête. Je comprends. Et c'était vrai. C'était ça avec Marc. Il comprenait qu'aider ne signifiait pas secourir, qu'être un père ne signifiait pas prendre le contrôle. Il est venu le jour du déménagement quand même, non pas avec de l'argent ou des déménageurs, mais avec une boîte à outils et la volonté de monter des meubles IKEA. Nous avons passé 6 heures à assembler une bibliothèque. Elle a fini un peu de travers. Elle était parfaite. Sur mon nouveau bureau, j'ai placé la photo de Catherine dans un simple cadre en bois. Chaque matin, je regarde son visage et je m'y reconnais. Je ne parle plus à Jean-Pierre, ni à Isabelle, ni à Chloé. Dorothée appelle parfois. C'est la seule de la famille que je fréquente encore. Elle m'envoie des recettes, me demande comment va le travail, ne mentionne jamais la fête. Je pense qu'elle se sent coupable. Je pense qu'elle essaie de se racheter à sa petite manière. Je la laisse faire. Marc et moi nous voyons tous les dimanches maintenant. Parfois nous parlons pendant des heures. Parfois nous restons simplement assis dans un silence confortable. J'apprends qu'il est, son humour, ses regrets, sa force tranquille. Je ne suis pas encore prête à l'appeler papa, mais je m'en rapproche. Léa, m'a-t-il dit la semaine dernière, je n'ai pas besoin de titre. J'ai juste besoin de toi dans ma vie. C'était suffisant pour l'instant. C'est même plus que suffisant. En regardant en arrière, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Jean-Pierre et Isabelle ont-ils fait ce qu'ils ont fait? Un ami thérapeute me l'a expliqué ainsi, Jean-Pierre n'était pas maléfique. Il était terrifié. Toute son identité était construite sur le contrôle de ses finances, de sa famille, de sa réputation. Quand Marc a refait surface, ce contrôle a été menacé. Jean-Pierre ne m'a pas attaqué parce qu'il me détestait. Il a attaqué parce qu'il avait peur d'être exposé. Il a frappé avant que la vérité n'éclate selon ses propres termes. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait, mais cela l'explique. Isabelle était plus complexe. Elle portait la jalousie comme un second cœur. Jalousie envers Catherine, la femme que Marc aimait vraiment. Jalousie envers moi, le rappel vivant de cet amour. Chaque fois qu'elle regardait mon visage, elle voyait la fille de la rivale imaginaire de son mari. Elle n'a jamais créé de lien avec moi parce qu'elle ne s'en est jamais donné la permission. Et quand l'opportunité s'est présentée de se débarrasser de moi tout en gardant une prétendue supériorité morale, elle l'a saisie. Encore une fois, pas une excuse, mais une explication. Et moi? Quel était mon rôle dans tout ça? Voici la dure vérité, je leur ai facilité la tâche. 30 ans à vouloir plaire à tout le monde. 30 ans à ravaler mes besoins pour maintenir la paix. 30 ans à me dire que si j'essayais plus fort, si j'aimais plus fort, si je donnais plus, ils finiraient par voir ma valeur. Ils ne l'ont jamais fait. Parce que les gens qui vous utilisent ne veulent pas que vous ayez de la valeur. Votre sentiment d'indignité est ce qui les fait se sentir puissants. J'étais tellement occupée à essayer de gagner leur amour que je ne me suis jamais arrêtée pour demander s'ils étaient capables de le donner. Voici ce que je veux que vous reteniez de mon histoire, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Si quelqu'un vous fait constamment sentir que vous n'êtes pas assez bien, pas assez reconnaissant, pas assez digne, c'est une information. Écoutez-la. Poser des limites n'est pas une vengeance. C'est du respect de soi. Et parfois, la famille dans laquelle vous êtes né n'est pas la famille que vous êtes censé garder. J'ai 30 ans maintenant. J'ai un travail que j'aime, un appartement qui est à moi, un père biologique qui apprend à être présent, et un avenir que j'écris moi-même, un jour à la fois. Les parents adoptifs voulaient me détruire. Au lieu de cela, ils m'ont libérée. Et honnêtement, c'est peut-être le seul cadeau qu'il m'ait jamais vraiment fait. Écho, quelle histoire incroyable et bouleversante. On passe par toutes les émotions, la colère face à Eléapos, injustice de ses parents qui ont osé facturer Eléapos, éducation des Apos, une enfant tout en empochant secrètement des sommes folles, mais aussi Eléapos, espoir avec Eléapos, arrivée de ce père biologique qui a respecté ses promesses pendant 3 décennies. Léa est un modèle de résilience.
Elle prouve que le succès ne dépend pas de ceux qui essaient de nous rabaisser, mais de notre propre force de caractère. C'est aussi une leçon importante sur les limites qu'on doit poser, même avec ceux qu'on appelle apos, famille et apos. Le fait que son père biologique ait choisi de ne pas utiliser son influence pour lui donner le poste, mais de la laisser réussir par elle-même, montre tout le respect que Apos, il a pour elle, contrairement à Jean-Pierre. La fin de cette histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par éclater, et que parfois, perdre des personnes toxiques est le plus beau cadeau de la vie. Si vous découvriez que vos parents ont été payés pour vous élever tout en vous traitant comme un fardeau, seriez-vous capable de leur pardonner un jour, ou couperiez-vous les ponts définitivement comme